Comme je l'ai exprimé dans les derniers directs, donc le mouvement des jardins puis les banques qui vont suivre font des demandes un peu abusives. Elles violent des articles de loi et puis les démarches qu'elles font sont opaques et en concomitance avec le gouvernement. Ça tourne tout autour de ça, là, les sujets. Et les candidats aux élections doivent savoir qu'est-ce qui se passe parce que la plupart, peut-être, ne sont pas au courant. Pour l'instant, on vous recommande toujours les deux mêmes actions, c'est-à-dire que c'est très important de continuer de porter plainte à la Commission d'accès à l'information et à l'équipe du consentement chez Desjardins. Vous savez déjà les numéros de téléphone. Puis deuxièmement, on vous invite aussi sur le site de Connexion U que Nathalie va mettre le lien pour ajouter votre nom à l'envoi que nous allons faire aux élus en septembre autour des élections. On va leur exposer la situation pour qu'ils prennent acte de la réalité globale de l'écosystème bionumérique qui est en train de se mettre en place à travers la modernisation des lois, sans même nous consulter. Aujourd'hui, on va aborder une question préoccupante. Notre identité numérique dans une chaîne de blocs de crypto-monnaies, de quoi? Qu'est-ce que c'est une chaîne de blocs et l'impact d'y entreposer des devises versus d'y stocker des données privées, profil, comportement sur chaque citoyen? Une chaîne de blocs, c'est une base de données décentralisée. Ça, c'est la grosse innovation que le blockchain nous permet d'obtenir. Si tu te fais une base de données, je ne sais pas, MySQL ou Google Sheet ou Excel ou peu importe, et que tu veux faire en sorte que tout ce qui rentre là-dedans comme information est légitime et non censuré et non censurable et qu'on ne puisse pas empêcher les gens de participer, mais que tout le monde qui participe agisse de façon conforme aux règles de cette base de données-là, tu ne peux pas faire ça en partageant un Google Sheet sur Internet. Hein? On s'entend, c'est plus compliqué que ça. Il faut qu'il y ait un mécanisme de consensus qui s'assure que tous les joueurs sont honnêtes et intègres. Donc, c'est ça que Bitcoin règle comme problème fondamental. C'est la première base de données décentralisée où personne est capable de faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'une chaîne de blocs, c'est la confiance qu'on peut accorder au système de Bitcoin et de toutes les crypto-monnaies parce qu'elle est très sécurisée. Bon, fait tout ce qui vient sécuriser la chaîne de blocs, il va y avoir différents mécanismes. Donc, Bitcoin utilise l'algorithme de consensus Proof of Work, donc la preuve du travail. Et la façon que ça fonctionne, c'est que tu vas avoir des ordinateurs excessivement puissants qui vont faire un calcul excessivement simple, plusieurs trillions de fois par seconde, pour essayer de trouver le prochain bloc. Donc, ça dépense de l'énergie pour être capable de trouver le prochain bloc. Et c'est la chaîne la plus longue, c'est-à-dire la chaîne qui a eu le plus de travail derrière sa création, qui est toujours la chaîne valide. Ça veut dire que pour être capable d'attaquer Bitcoin, le vecteur d'attaque est simple. Il faut que tu aies tous les ordinateurs du monde, toute l'électricité du monde, et que tu décides de faire une attaque sur le réseau. Donc ça, on va se le dire, c'est excessivement difficile, non seulement d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue social. Il n'y a juste pas assez d'ordinateurs disponibles sur ces tablettes là, pour être capable de faire ce genre d'attaque-là. Fait qu'il faudrait être excessivement ingénieux. Même les pays ne seraient pas capables d'orchestrer ce genre d'attaque-là. Donc, on peut dire que Bitcoin est excessivement sécuritaire. Maintenant, quand on s'en va de l'autre côté et qu'on regarde les autres protocoles qui existent, donc Proof of Stake, qui est le plus populaire, c'est quoi Proof of Stake? Dans le fond, c'est que les gens vont mettre leur argent en jeu et vont voter avec leur argent à savoir quelles sont les transactions qui sont valides et qui ne sont pas valides. Et le gros problème de ce processus de consensus-là est que ça permet la collusion entre les nodes pour être capable de censurer ou d'éditer certaines transactions. Donc, il y a un paquet de dilemmes éthiques et moraux qui sont possibles et qui vont être nécessaires dans tout ce qui est Proof of Stake, mais qui sont impossibles dans Proof of Work. Dans Proof of Work, la propriété individuelle est absolue. C'est-à-dire que si tu as la phrase de création, si tu as la clé privée, tu es propriétaire à 100% des fonds contrôlés par cette clé privée-là. Il n'y a aucune autorité sur Terre qui a la possibilité de saisir ou de geler des fonds dans une adresse. Si Poutine a des bitcoins, Joe Biden ne peut rien faire contre ça. Aussi simple que ça. Ça peut être vu positivement, ça peut être vu négativement. Si tu n'es pas content que Poutine en ait, ben c'est bien plate pour Poutine, mais quand tu t'en vas à une manifestation à Ottawa et que le gouvernement décide de geler ton compte en banque, ben peut-être que finalement, tu es plus proche de Poutine aux yeux du gouvernement. Qu'est-ce que toi, tu peux penser? Ce serait quoi l'impact d'entreposer des devises, des crypto-monnaies dans un blockchain, dans une chaîne de blocs, versus des données privées? Là? C'est là. Oui, donc la suite qui vient avec les données privées, bon, fait que ça prend absolument un mécanisme qui va venir sécuriser ton blockchain.
Okay? Tu ne peux pas juste faire un blockchain qui est sécuritaire. Il faut absolument que ça ait un coût d'attaque et que le coût d'attaquer le blockchain soit supérieur à la valeur que tu es capable d'en retirer. Donc, c'est pour ça que toutes les blockchains qu'on voit ont toutes des tokens, qui ont tout un jeton à la base et ce jeton-là est responsable de la sécurité du blockchain en tant que tel. Donc, tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. C'est-à-dire que si tu fais un blockchain, entre guillemets, pour être capable de sécuriser les données de quelqu'un, tu ne vas pas faire un nouveau blockchain, tu vas utiliser un blockchain existant parce que c'est impossible de créer un blockchain sécurisé sans avoir de devise rattachée à ce blockchain-là. On ne peut pas faire un blockchain à partir de rien dont la seule utilité, c'est d'avoir des informations personnelles à cause justement de la surface d'attaque qui devient possible parce que quelqu'un pourrait juste acheter l'équipement nécessaire pour attaquer ce blockchain-là. Donc, pour être capable de stocker des données personnelles sur un blockchain, il va y avoir différentes solutions qui vont s'offrir à nous. Et là, quand le gouvernement parle de se faire une crypto-monnaie, le dollar numérique et l'identité numérique, c'est important de comprendre qu'ils ne parlent pas de faire un blockchain. Et s'ils font un blockchain, il va être excessivement centralisé. Donc, la sécurité va provenir de sa centralisation. Donc, ça va devenir une base de données au même titre que n'importe quelle autre base de données. Peut-être qu'il va y avoir certains acteurs qui vont être des validateurs. Exemple, les grandes banques au Canada, RBC, BMO, Desjardins, etc., pourraient agir en tant que validateurs. Mais ça ne change rien au fait que si le gouvernement décide de passer une loi, il peut tout simplement utiliser la coercion pour faire ce qu'ils veulent dans cet écosystème-là. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que si jamais le gouvernement décide de faire une chaîne de blocs ou n'importe quelle application intelligente pour être capable de stocker les données personnelles des gens, il faut qu'elle soit complètement transparente et libre de droit et open source. Les informations, lorsque tu t'en vas sur un site web comme Google, et Gmail, Facebook, etc., dans le futur, si c'est la solution qu'on décide d'implémenter, ce que je souhaite qu'on implémente, les données ne vont pas être chez les bases de données des compagnies, chez Facebook, chez Google, etc., mais bien stockées sur un système de partage de données décentralisées, encryptées. Mais là, ce que je comprends, c'est qu'ils ne sont pas assez compétents pour engager des compagnies québécoises locales qui seraient capables de protéger aussi. Il y a une question de territoire national et une question de sécurité. La première chose, engager une compagnie pour protéger. Il y a deux types de sécurité dans la vie. Okay? Tu vas avoir la sécurité par transparence et tu vas avoir la sécurité par obfuscation. Et la façon que le gouvernement fonctionne, il fonctionne par obfuscation. C'est-à-dire qu'il y a plein de trous dans le système, mais personne ne sait qu'ils sont là à cause que le code est fermé. L'opposé de ça, c'est de mettre le code ouvert et de dire à tout le monde, essayez de faire des trous dedans, essayez de rentrer. Et là, il y a tout le temps une course sans cesse à essayer de trouver c'est quoi le prochain bug et de le réparer avant que quelqu'un trouve une faille. L'erreur du gouvernement, c'est de penser qu'une compagnie est capable de régler ces problèmes-là. N'importe quelle corporation n'est pas capable de faire ça. C'est trop complexe, c'est trop difficile. Non, il n'y a pas de compagnie au Québec qui est capable de faire ça comme de la bonne façon. La bonne façon, c'est de façon ouverte, avec un consensus public. Et c'est fini d'essayer de faire des choses en arrière d'une porte fermée entre deux appels téléphoniques. Ce n'est pas comme ça que la technologie avance, pas dans ces enjeux-là. Avec les dernières fuites de données qu'il y a eu, le gouvernement n'a aucune crédibilité à vouloir prétendre être capable de sécuriser nos données d'un point de vue technique. Si on démontré quelque chose dans les dernières années, c'est qu'ils sont absolument incompétents en ce qui vient à la technologie.